Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, on poursuit notre série de Faction Focus et on poursuit avec une grosse armée, les Sons of Behemoth. Mais avant d'en faire l'analyse, ils ont eu du nouveau très récemment dans le White Dwarf, dans le Tome Célestial. Alors Yann, c'est une armée de la destruction, ça t'intéresse? Alors peut-être nous présenter ce qu'ils ont eu là, comme nouveaux gadgets, comme nouveaux outils puis nouveaux jouets dans ce Tome Célestial-là. Oui, dans le numéro du mois d'août, en fait, le 467 du White Dwarf, on a eu un tome célestial qui a amené, en fait, un peu de lore, évidemment, je pourrais vous en parler, mais surtout des bataillons, deux bataillons pour les Sons of Behemoth, parce que les Sons of Behemoth n'avaient pas la possibilité de remplir les conditions des bataillons qui étaient offerts là, dans le manuel du général. On a aussi une grande stratégie qui a été amenée et trois tactiques de bataille. Donc, c'est des éléments, dans le fond, qui sont plutôt intéressants parce que ça amène un peu plus de choix, de diversité. La première chose, en fait, sur le plan du lore, c'est intéressant parce qu'avec la V3 est arrivée toute une nouvelle page de l'histoire de Age of Sigmar, notamment avec l'arrivée de Kragnos. On sait que la plupart des armées de la destruction suivent Kragnos, se sont en quelque sorte agenouillées devant lui. Mais en fait, il y a deux principaux personnages dans la destruction qui ont refusé de s'allier ou de s'agenouiller devant Kragnos. Le premier, évidemment, c'est The Fist of Gordrak, qui, même, il n'est pas ennemi avec Kragnos, mais il continue à poursuivre ses mêmes objectifs. Il ne s'associe pas, là, il ne s'est pas placé comme un serviteur de Kragnos. Et le deuxième, c'est King Brod, donc, qui est un méga Gargant nommé. On n'a malheureusement pas de War Scroll pour lui, mais c'est le seul là, qui est nommé dans le lore. Il semble en fait qu'il descendrait directement de Behemoth lui-même et il a une haine viscérale des Stormcast parce que lors de la campagne de Verdia, les Stormcast ont engagé King Brod et ses géants pour les aider à attaquer le chaos. Mais ils se sont servis de cette diversion-là, les Stormcast, pour aller tuer la God Beast qui était Behemoth, donc le père des géants. Donc King Brod en veut énormément aux Stormcast parce qu'il a le sentiment d'avoir été manipulé puis d'avoir finalement été utilisé pour tuer celui qui était son dieu. Donc, évidemment, lui, il a décidé de ne pas du tout s'agenouiller ou devant Kragnos. Il est plutôt allié avec Gordrak dans leur haine commune là, des Stormcast Eternals. Donc, c'est un petit peu le petit bout de lore qui est intéressant, là, qui s'introduit dans le reste du fil conducteur là, du lore de la V3. J'espère qu'on aura une charte d'unité pour ce personnage nommé-là un jour, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Sinon, ben, ce qui est vraiment intéressant dans ce tome célestial-là, c'est l'arrivée de deux bataillons. C'est vraiment ça là, qui va rendre les Sons of Behemoth encore meilleurs qu'ils l'étaient. Ils sont nettement meilleurs qu'ils l'étaient en V3 qu'en V2. Et là, on a deux bataillons. En fait, le premier, c'est Bosses of the Stump. Et il va être composé de 2 à 4 Mega Gargant. Et on va avoir le choix entre unifier, donc être en une pause, ou Magnificent, donc avoir un artefact de plus. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça nous permet, dans une liste à 4 méga Gargant, d'y aller en une pause, ou ça nous permet d'aller chercher un artefact. Puis, comme c'est 2 à 4 méga Gargant, on peut jouer ce bataillon-là deux fois, mettre 2 méga Gargant pour aller chercher, par exemple, deux artefacts. Donc, si on prend en plus la Taker Tribe dont je parlerai tantôt, on peut se retrouver avec une liste avec 4 méga Gargant qui ont chacun un artefact. Donc, on peut avoir jusqu'à 4 artefacts. Donc, c'est vraiment un bataillon qui offre une belle souplesse où on peut se retrouver en 3 pauses avec le deuxième artefact et ainsi de suite. Le deuxième bataillon qu'on a, c'est le Foot Sluggers. Celui-là, donc, qui est composé de, en fait, 2 à 3 unités de Man Crusher Gargant, puis 0 à 1 Mega Gargant. Et là, on va avoir le choix entre, encore une fois, unifié, donc une pause, ou Swift, donc ce qui permet d'avoir l'habilité de commandement gratuite une fois par bataille à une des unités du bataillon, soit celle qui permet de faire la course à 6 ou de relancer la charge. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent jouer plutôt des Man Crushers. Encore une fois, c'est intéressant. On peut avoir une armée en une pause. Donc, vraiment, là, les Sons of Behemoth, peu importe la configuration qu'on choisit de faire, on peut avoir une armée en une pause. On peut aller chercher un deuxième artefact. Donc, c'est vraiment très bien. Et on le sait que ça va être très, très fort pour les Sons of Behemoth d'aller chercher le deuxième artefact. Parce que d'une part, ils ont des bons artefacts dans leur Battle Tome, mais surtout parce qu'on veut aller chercher l'Amulet of Destiny, aller chercher la protection de 5+, sur un monstre de 35, voire 40 points de vie.
d'aller chercher un 5+ de Feel No Pain, ça augmente la tankiness de manière monumentale. Donc, vraiment, c'est un ajout majeur pour les Sons of Behemoth. Oui, je suis d'accord avec toi, Yann. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que, comme tu l'as mentionné, les Sons of Behemoth n'étaient pas vraiment affectés par les nouveaux Core Battalion. Donc, c'est juste impossible d'en faire un. Donc, c'est sûr que là, il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent, bon, ben, on a enlevé les War Scroll Battalion, on va remettre des Core Battalion de faction. Ben, est-ce qu'on ne fait pas la même chose, la même erreur qu'on a déjà faite? Ben, si on reste avec les règles de base, tu parles de unifier, Magnificent pour l'artefact de plus, ben, on donne juste d'autres possibilités d'avoir les mêmes règles. On ne parle pas de règles spéciales de War Scroll Battalion. Et je pense que pour les Suns, comme tu l'as mentionné, ça fait des belles possibilités d'avoir des listes qui sont très fortes. Déjà avec les ajouts en V3, les Suns ont pris un gros pouce vers le haut. Donc, je pense qu'en général, l'armée, on va l'avoir de façon beaucoup plus régulière sur la scène compétitive et dans des bonnes positions. Donc, ce petit ajout-là, c'est rien d'extravagant, mais je trouve que c'est très intéressant pour les joueurs Sons of Behemoth qui veulent justement profiter un peu de d'autres règles qu'offre la V3 et j'espère que Games Workshop va suivre un petit peu la même façon de faire pour les autres tombes célestiales. On sait que Slave to Darkness sera la prochaine faction à recevoir une mise à jour de ce type-là dans un White Dwarf. Donc, tant que ça reste, que ça ne change pas trop la structure des Core Battalion, moi je trouve que ce sont des excellents ajouts pour le jeu. Dans le tombe célestial, on avait aussi une nouvelle grande stratégie. Malheureusement, elle est franchement mauvaise. Là, en fait, pour la réussir, il faut qu'à chaque battle round, chacun de nos tours, en fait, on ait au moins une de nos unités qui a soit couru, soit chargée. Donc, c'est franchement mauvais, d'une part, parce qu'il est très possible qu'à un tour ou à un autre, on n'ait pas besoin de courir ou de charger avec un de nos géants. Surtout que dans plusieurs des battle plans, la tactique des Sons of Behemoth, ça va être d'aller amener 35 points de vie sur un objectif. 35 points de vie qui cogne fort, qui est très tanky, puis dire, ben vas-y, tasse-moi de là, c'est mon objectif, jusqu'à ce que tu me passes. Donc là, à ce moment-là, on ne court pas, on ne charge pas. En plus, il y a des grandes stratégies qui sont vraiment meilleures pour les Sons of Behemoth dans le manuel du général. On pense soit à celui qui nécessite d'avoir au moins une battle line qui survit ou un monstre qui survit. Donc ça évidemment, là, ça veut dire que si tu ne tables pas le Sons of Behemoth, il réussit sa grande stratégie assurément. Donc, mauvais ajout. Même chose pour les battles tactiques. Elles sont inutilement aléatoires, compliquées. Il y en a une, il faut choisir un objectif qui n'est pas entièrement dans son territoire. Puis, avec le géant qui est capable de botter, de kicker les objectifs, le kicker dans son territoire ce tour-là. Mais on sait que ce n'est pas automatique comme réussite. C'est aléatoire le jet de déplacement de l'objectif, donc ça peut être raté. L'autre, c'est de détruire un terrain de faction. C'est complètement anecdotique et ce n'est pas automatique. On ne le réussit pas automatiquement, le jet de destruction d'un terrain de faction. Puis l'autre, qui est compliqué, là, il faut utiliser l'habilité du War Stomper qui permet de prendre une figurine ennemie, la tuer, la lancer sur une autre unité. Là, il faut viser une battle line, faire au moins un Mortal Wound à la battle line, puis que l'unité qu'on a lancée soit déjà juste prendre puis lancer la figurine, ça se réussit. Le modèle ennemi, ça se prend sur un 4, ça se réussit sur un 4+. Fait que finalement, là, c'est n'importe quoi. Fait que finalement, on va presque toujours préférer les battles tactiques qui sont offertes là, dans le manuel du général aussi. Là. Je suis d'accord avec toi. Puis en fait, comment je voyais ça un peu, je voyais ça peut-être plus dans une optique de jeu ouvert, par exemple, où est-ce que deux adversaires pourraient dire on met les tactiques de bataille dans un pot, puis à chacun on en pige une, on fait celle-là. Ça peut amener un peu d'aspect intéressant, drôle dans une partie, mais effectivement, en jeu compétitif, je vois pas l'intérêt de ces tactiques de bataille-là versus celles qui sont offertes de base. Encore une fois, tu sais, je regarde ça, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est intéressant d'avoir de la diversité, mais en même temps, on veut pas avoir une diversité qui est trop facilement atteignable par la faction spécifique. Donc, en même temps, je trouve ça intéressant. Il y a des options, ça fait un petit peu drôle, mais en même temps, c'est pas brisé. Donc, je suis à l'aise avec ça. Et pour compléter, en plus, ces tactiques de bataille-là ne donnent pas de points supplémentaires d'aucune façon. On a nos 2 points si on l'a réussi, alors qu'on sait qu'il
il y a plusieurs des tactiques de bataille dans le manuel du général où on a un point de victoire supplémentaire si c'est un monstre qui réussit la tactique de bataille, puis les Sons of Behemoth, c'est juste des monstres. Donc, pourquoi tu choisirais une tactique de bataille, d'une part qui est aléatoire et d'autre part où tu ne peux pas bénéficier du fait que tu as une armée de monstres puis avoir des points de victoire supplémentaires. Donc, vraiment mal pensé. Mais on a quand même, tu as mentionné d'abord, les bataillons qui vont apporter beaucoup à l'armée. Puis ça va nous permettre d'enchaîner avec notre analyse, en fond, notre Faction Focus. On a déjà vu que les Sons of Behemoth se classent bien dans les premiers tournois V3. Peut-être dans un premier temps, avant de dire ce que tu vas mettre sur la table, sur les tablettes et ce que tu vas peindre, parle-nous peut-être un peu de l'armée en général. Qu'est-ce qu'elle a gagné en V3 qui fait qu'elle est si bonne? Bien, en fait, on le sait que la V3, en fait, c'est un méta de monstre. C'est un méta qui se passe dans Gur. Et les Sons of Behemoth, comme on vient de dire, c'est une armée qui n'a que des monstres. Donc, inévitablement, c'est parfait pour eux. Ensuite, on va voir là, dans ce que je mets sur la table, qu'est-ce qui fait qu'elle est particulièrement bonne, mais c'est vraiment le fait que ce soit des monstres. C'est le principal up. Il va y avoir quand même des subtilités qui vont s'ajouter. Mais tu l'as bien dit, hein, ils sont vraiment plus compétitifs qu'ils l'étaient. Tu m'as envoyé d'ailleurs plus tôt aujourd'hui les résultats de tournoi compilés par The Honest Wargamer. Puis, je pense que c'est l'armée qui a fait le plus de résultats de tournoi 4-1 ou 5-0. Donc, le 4-1 est mieux dans les tournois là, des dernières semaines. Et nettement au-dessus des autres armées top méta qui sont celles qu'on connaît. Là. Fait que, oh, et elle va très, très bien à l'heure actuelle, la faction. Et plusieurs de ces tournois-là ont eu lieu avant l'apparition des bataillons dont on vient de parler. Donc, on peut penser que les Sons of Behemoth vont être simplement encore meilleurs que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Évidemment, petit bémol sur les résultats de tournois qu'on a en début de V3. On sait qu'il y a plusieurs organisateurs de tournois qui font des petites règles maison, notamment pour bannir. On sait qu'il y a des tournois qui ont banni Archaon ou qui ont banni Gotrek du tournoi parce qu'ils jugeaient trop fort. Donc ça, c'est sûr que ça vient un peu mettre un bémol sur la validité des résultats de tournoi, mais je pense qu'on s'entend pour dire qu'ils sont très, très compétitifs dans le méta, les Sons of Behemoth. Ouais. Alors, on va pouvoir commencer avec ce qu'on met sur la table, les unités que tu trouves particulièrement bonnes dans les Sons of Behemoth. Et la première chose que tu as mentionnée, ce n'est pas une unité, c'est la Taker Tribe. Oui, la Taker Tribe, donc c'est celle dont l'habilité permet aux géants en fait de compter pour 15 pour les Man Crushers, 15 modèles pour le contrôle d'unité, puis que les Mega Gargant comptent pour 30 plutôt que 10 et 20 respectivement là, dans les règles de base des Sons of Behemoth. En fait, pourquoi ça c'est très bon? Parce que en V3, le nombre de modèles, la taille des unités, avec les règles de renforcement, la taille des unités a diminué. L'adversaire va souvent avoir moins de modèles pour contrôler les objectifs. Donc là, un géant qui compte pour 30, amener 30 modèles pour un objectif en V3, c'est plus difficile que ce l'était en V2 avec la diminution ou la disparition des hordes. Donc, c'est un petit bonus qui est meilleur qu'il était. En plus, et en fait surtout, il y a moyen avec un trait de commandement d'aller chercher un deuxième artefact en fait. Donc, la Taker Tribe, on peut avoir un deuxième artefact. Ça, c'est donc très, très bon parce ils ont plusieurs bons artefacts en fait. Par exemple, un artefact plusieurs qui fiabilisent les attaques ou les jets de sauvegarde. On a parlé de l'amulette of Destiny tantôt pour aller chercher un 5+ de Feel No Pain, donc de protection sur notre Mega Gargant. Et on a aussi un artefact qui permet de rendre un géant sorcier. Et là, c'est particulièrement intéressant ici parce que ça va lui permettre de lancer Mystic Shield. Donc, Mystic Shield plus All-Out Defense. Là, on a un Mega Gargant qui est sur du 2+ de sauvegarde, en fait 3+ Ignore Undrand. Donc, c'est vraiment excellent sur une bête de 35 points de vie qui maintenant peut se guérir. On en parlera tantôt. Donc Taker Tribe, à mon avis, là, c'est la meilleure des trois sous-factions ou tribus. Là. Oui, je suis d'accord avec toi en fait, puis je vais même aller une petite couche de plus. Pour un tour de plus, on peut aussi prendre Finest Tower pour ce même Gargant-là pour être à 3+, ignore 2 de Rend. Donc là, on est vraiment dans le difficile à coucher littéralement. Je pense que tu as mis le doigt dessus en fait. Avec le contrôle d'objectifs, le nombre d'unités, ce qui est bien, c'est qu'on est 30 modèles, puis on est 30 modèles même si on encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus difficile. Quand on a des unités qui sont généralement nombreuses, nombreuses vient généralement avec une faible résilience. Généralement, bien sûr, des exceptions, mais plus les unités sont nombreuses, généralement, moins elles peuvent encaisser. Donc là, c'est pas le cas du tout. Donc, on peut faire 30 quelques blessures sans même coucher le Mega Gargant. Donc, et avoir encore 30 modèles qui comptent sur l'objectif.
Donc, ça, je pense que c'est la première règle, en fait, là, pour laquelle cette sous-faction-là se démarque clairement. L'artefact aussi, et avec les tombes célestiales qui permettent l'accès à d'autres artefacts, là, on peut vraiment avoir une belle variété d'artefacts pour avoir beaucoup de petits trucs pour les parties. Et ensuite, tu as mis sur la table, tu as été très simple, tu as été dans la subtilité, les méga Gargants. Oui, je les ai mis. Les trois, ben, il y a certaines personnes qui vont un peu moins aimer le Gatebreaker, pas le Gatebreaker, pardon, mais celui qui est à 470 points, là, je pense que c'est le War Stomper. Il y a certaines personnes qui vont un peu plus le bouder, mais les trois sont quand même, si on regarde sur la table comme étant, se sont améliorés en V3, assurément, les trois Mega Gargants sont meilleurs qu'ils étaient. D'abord, ce sont des héros, donc ils peuvent faire les actions héroïques, notamment se guérir, mais toutes les autres actions héroïques. Donc, ça donne de la dissipation, on peut être donc dissipé, etc. Donc, selon les besoins. Ce sont des monstres. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça permet d'aller chercher des points de victoire supplémentaires dans certaines tactiques de bataille. Ils peuvent faire aussi les habiletés monstrueuses, les Monstrous Rampage. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a aussi le fait on est dans un méta actuellement où on a beaucoup de Archeon. Hein. Dans le méta compétitif, on voit souvent Archeon qui peut slain un modèle avec son épée. On ne peut pas tuer un Mega Gargant. Donc, c'est un peu une réponse à une partie de la létalité de Archeon. C'est des 6 mortels et c'est tout sur 35 points de vie. Donc, eux, ils se moquent un peu là, de cette habileté spéciale-là de Archeon. Évidemment, leur sauvegarde est seulement à 4+. Sauf que là, comme on vient de discuter, il y a moyen d'augmenter leur tankiness énormément avec All Out Defense. Leurs attaques aussi sont très bonnes. Ils ont du Rend 2, voire du Rend 3. En particulier, le Gatebreaker, celui qui est à 525 points, là, il y a 2 lignes d'attaque à -3 de Rend. Donc, vraiment, c'est aussi une réponse au méta où on parle de save stacking, donc l'accumulation des sauvegardes où les adversaires deviennent extrêmement difficiles à tuer. Ben, si tu as 3 de pénétration d'armure, même si l'autre se donne un Mystic Shield puis un All-Out Defense, tu vas passer des attaques, tu vas faire des dommages. Les Sons of Behemoth génèrent très, très peu de blessures mortelles, mais ils ont du rend, ils ont de la pénétration. Et là, avec All-Out Attack, on peut aller fidéliser les touches de ces attaques-là à -3 de rend. Donc, vraiment, c'est des unités qui bénéficient beaucoup, beaucoup là, des bonus et des nouvelles habiletés qu'amène la V3. Ben, tu viens de le dire, en fait, justement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très fortes actuellement, qui s'appliquent difficilement aux Sons of Behemoth. Il y a beaucoup d'aspects, je dirais, oppressifs du jeu que les Sons of Behemoth peuvent éviter assez facilement. Donc, ça, c'est un gros plus. Puis, malgré tout, en fait, oui, tu parles du Rend 3, les Sons, quand même, de façon globale, n'ont pas comme principale force le dommage, mais juste le fait qu'ils puissent s'asseoir sur des objectifs et les prendre très longtemps. Juste ça, en fait, là, ça fait que c'est une armée qui est tanky, qui va faire du dommage à la longue. Quelques tours de combat, on va détruire les unités ennemies et on va toujours maintenir le contrôle de l'objectif. Et c'est pas tout le monde qui peut coucher 1 ou 2 méga garganes en un seul tour ou en une ronde. Donc, c'est quand même un très, très gros défi, surtout en regardant toutes les façons dont on peut les protéger. Donc, effectivement, je pense que sur la table, les Mega Gargant, il n'y a aucun doute là-dessus. Règle du pouce, hein, si tu affrontes des Mega Gargant, les Sons of Behemoth, en fait, si mathématiquement, tu es à peu près certain de ne pas pouvoir en tuer au moins un par tour, tu vas perdre la partie. Exact. Exact. C'est facile à calculer, au moins il y a ça. Tu peux déjà savoir, tu n'as pas besoin de jouer 5 rounds, tu peux déjà savoir comment ça va finir. Ouais, fait qu'une autre règle aussi, c'est que si tu affrontes les Mega Gargants, tu me concentres sur un à la fois pour le coucher parce que tu ne peux pas envoyer plein de petites unités un peu partout. Tu n'y arriveras pas. Alors, bon, ça, c'était sur la table. Maintenant, sur les tablettes, tu mets la Stomper Tribe d'abord sur les tablettes. Oui, ça, c'est l'attribut qui booste, donc qui donne des bonus surtout aux Man Crusher Gargants. On va le voir, je mets les Man Crusher Gargants sur les tablettes aussi. En plus, la principale habileté que fournit cette tribu-là, c'est de donner +1 de dégâts aux Man Crusher Gargants sur leurs attaques contre les unités ennemies qui comptent 10 modèles ou plus, et +2 aux dégâts contre les unités ennemies qui comptent 20 modèles ou plus. Donc, comme je disais tout à l'heure,
En V3, on voit moins de grosses unités, des unités de 20 modèles ou plus, il y en a moins qu'en V2 à cause des règles de renforcement et ainsi de suite. Donc, c'est un bonus qui va être vraiment moins utile qu'il ne l'était. Ben, de façon très simple, en fait, je regarde cette tribe-là et je vois l'autre que les Gargant, les méga comptent pour 30 modèles. Mais pour moi, c'est un simple calcul. Voilà. Donc, si une est sur la table, l'autre est forcément sur les tablettes. La Taker Tribe est tellement bonne que je ne Et vois voilà. pas pourquoi on prendrait une des deux autres. Ouais. Et voilà. Ensuite, tu mets aussi la Breaker Tribe sur les tablettes. Exactement. Ben, en fait, ça, c'est un des bonus de cette tribu-là, en fait, c'est de pouvoir attaquer, avoir des bonus quand on attaque des unités qui sont en garnison, ce qui est relativement rare. Et ça pouvait aussi faire détruire des terrains de faction. C'est redondant avec les nouvelles habiletés monstrueuses. Il y a une habileté monstrueuse, donc que tous nos géants ont, qui leur permet de détruire un terrain. Donc, les bonus que cette faction-là, les principaux bonus, il y a d'autres trucs, là, mais les principaux bonus que donne cette faction-là sont un peu rendus désuets avec les nouvelles règles. Et voilà. C'est pas la Taker Tribe. Point final. C'est juste ça. Et finalement, ben, tu mets aussi les Man Crushers sur les tablettes. Tu joues 4 gros Mega Gargants, j'ai bien compris, puis tu laisses les Man Crushers sur tes tablettes. Ah oui, assurément. Pour les raisons suivantes, je nuancerai après, mais ce qui m'a amené à les mettre sur les tablettes, c'est que d'abord, c'est des monstres qui ont 12 points de vie sur une sauvegarde à 5+. Ils vont mourir rapidement et on va donner des points de victoire à l'adversaire facile parce qu'on se souvient que quand on tue un monstre adverse, on reçoit un point de victoire. Dans une liste, en V2, on voyait des listes des fois jouer jusqu'à 9 Man Crusher Gargants. Tu peux facilement donner 4, 5, 6, 7, 9 si ça va vraiment mal, points de victoire à l'adversaire parce qu'il a tué tes petits géants qui vont en chest Tes petits géants. au combat, là, tes petits géants qui vont sans armure avec une sauvegarde à 5+. Ce ne sont pas des héros, contrairement aux Mega Gargants, donc ils ne peuvent pas se guérir, ils ne peuvent pas utiliser d'actions héroïques. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire seulement une fois chaque habileté monstrueuse par tour. Donc, ça ne donne rien d'avoir 6, 9 monstres dans l'armée. On ne va pas pouvoir bénéficier. Si on a 4 méga gargants, on va déjà pouvoir faire les habiletés monstrueuses dont on a besoin. Donc, multiplier les monstres, il n'y a pas de bonus de ce côté-là. Et ils n'ont pas le mot-clé élite, donc ils ne peuvent pas utiliser de points de commandement. Ils n'ont pas de champion d'unité, donc ils ne peuvent pas utiliser de points de commandement pour eux-mêmes. Donc, ils ont besoin qu'un méga gargant soit apporté pour utiliser un point de commandement sur eux. Donc, ça fait une unité qui a besoin d'un babysitter. Donc, pour utiliser des CP. Donc, ouais. Une petite pensée à tous les joueurs qui ont acheté 9 Man Crusher quand le livre est sorti pour seulement les voir prendre et les mettre sur la tablette. Donc, mes sincères sympathies. Cela dit, j'ai vu récemment, en fait aujourd'hui, je pense, une liste de Mega Gargant qui a un tournoi ce week-end là, qui a terminé, je pense, deuxième ou qui a fait un très bon résultat dans un tournoi seulement de 29 joueurs, mais c'était un tournoi de 5 parties. Il a fait un très bon résultat. Il jouait 3 Mega Gargant et 3 Man Crusher. Donc, les Man Crusher peuvent être dans une liste compétitive assurément, mais je pense qu'on en verra plus 6 ou 9 comme on voyait en V2. Là. Ben, je pense en fait, c'est ça, c'est un peu l'inverse. En voir 3 dans une liste avec 3 mégas, OK, c'est quand même 3 mégas, il faut quand même pas se. Mais une liste avec 9 puis un seul méga, on n'en verra plus. Pour toutes les raisons que tu as illustrées, en fait. Moi, c'est vraiment 12 wounds, 5 plus save, difficilement augmentable à 4 plus, sans la présence. Et là encore, là, ce que je prends, mon all-out defense pour le méga. Donc, effectivement, je trouve que c'est trop, c'est des points facilement donnés, c'est des blessures facilement données. Donc, ouais, je suis d'accord. Excellent. Alors, ça fait le tour de ce que tu vas mettre sur les tablettes. Et finalement, la grande surprise, qu'est-ce que tu fais peindre dans l'armée de Mega Gargant? En fait, l'armée au complet. Sérieusement, en fait, c'est notre catégorie peindre, c'est notre catégorie un petit peu des perles cachées en des unités qui en V2 étaient ignorées, puis là, ça devient subitement bon en V3, donc d'où l'idée de la peindre. Ici, c'est sûr que c'est un Battle Tome avec essentiellement 2 kits. Hein. On a les Mega Gargant puis les Man Crusher, donc il n'y avait pas de petites perles à dénicher de cette manière-là, mais de manière générale, donc je pense que les joueurs qui étaient intéressés par
par cette armée-là, c'est sûr que ça vaut la peine de se lancer si on a un petit côté compétitif, là, parce que c'est une très bonne armée qui va très bien performer en V3. Évidemment, je ne la ferai pas peindre personnellement. Je viens de me lancer dans les Cool Boys, donc ça va être bien assez pour moi pour l'instant. Et en fait, je pense que tu l'as mentionné, beaucoup ont sauté à pieds joints pour faire un jeu de mots plate dans les Sons of Behemoth lors de leur sortie. C'est une sortie qui était attendue. On s'entend que le kit du Mega Gargan, c'est un kit absolument splendide, de par sa polyvalence, de par sa complexité, de par l'abondance d'options possibles. Et là, ben, juste pour les joueurs qui sont peut-être moins compétitifs, dire ben, je vais en acheter parce qu'ils sont beaux. Là, non seulement ils sont beaux, mais ils sont bons. Donc, c'est pour ça que je pense que plusieurs vont peut-être prendre leur projet qu'ils avaient mis un peu de côté. Ah, un jour, je l'ai peinturé. Ah, mais finalement, peut-être pour le tournoi, dans quelques mois, peut-être que c'est ce que je vais apporter. Donc, tout à fait, je pense que l'armée en général là, va faire un saut dans le classement, dans la hiérarchie du méta. Puis Vincent, ils sont vus, hein, on lisait, puis tu pourras peut-être mieux l'expliquer que moi, je ne sais plus si c'est Facehammer, mais ils sont vus un peu comme une armée gatekeeper en ce moment dans le méta. Hein. En fait, c'est un peu ce que tu expliquais tantôt. Quand tu prépares ta liste de tournois, il faut que tu te demandes est-ce que je suis capable de passer à travers cette armée-là, comme il va en avoir beaucoup dans le méta qui définissent un peu ce méta-là de gros monstres, de grosses bêtes. Si tu fais ta liste et tu dis, mais moi, je pourrais pas passer 4 méga Gargant, ben, ça veut dire que ta liste, tu peux avoir beaucoup de plaisir à la jouer, mais tu finiras probablement pas sur les premières tables du tournoi parce que tu vas finir par en rencontrer là, sur les tables plus compétitives de Mega Gargant. Forcément. Alors, ça fait le tour de notre Faction Focus sur les Sons of Behemoth. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Si vous jouez la liste, si vous-même vous jouez les Sons of Behemoth, si vous les avez affrontés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre. Et sur ça, je vous souhaite bon wargaming.